Bienvenue à tous dans cet atelier, c'est un plaisir de vous revoir aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 10 outils que je vous conseille d'acheter si vous débutez dans le travail du bois et le bricolage et que vous cherchez justement à vous équiper à moindre coût. La promesse que je vous fais dans cette vidéo, c'est qu'avec les 10 outils que l'on va voir ensemble, vous allez pouvoir commencer à fabriquer vos premiers projets en bois. Et vous allez voir, ça ne nécessite pas beaucoup de budget. C'est parti, on commence directement dans le vif du sujet. Ah oui, petit détail, dans cette vidéo on parle des outils à main, mais si vous voulez voir la même chose pour les outils électroportatifs, j'ai fait une autre vidéo également dans laquelle je vous donne les 5 outils que j'achèterais si je devais recommencer et me rééquiper en partant de zéro. Donc vous irez voir la vidéo si ça vous intéresse. Pour l'instant on reste avec les outils à main. Donc le premier outil qu'il faut avoir, ça va être le basique, les outils de marquage. Pour ça on a différentes options. Avant toute chose, il vous faudra un moyen de marquer vos pièces de bois avant de les usiner. Pour ça, il existe plein d'options différentes, mais au début, j'ai envie de vous dire, ne vous prenez pas la tête. Un crayon de charpentier bien affûté, je précise, et un stylo bic, ça fera amplement l'affaire. Le stylo bic, effectivement, on n'est pas sur une mine qui est très précise, mais encore une fois, on n'est pas en ébénisterie, on n'est pas au millième de millimètre près. Donc sur le chantier, ça fera très bien l'affaire et ça permettra de marquer vos pièces de bois de manière prononcée. C'est ce qu'on veut. Le crayon de charpentier, l'avantage c'est que c'est assez long, donc on peut l'utiliser vraiment pendant très longtemps. Par contre, encore une fois, il faut qu'il soit bien taillé pour qu'il soit utile, sinon vous allez avoir un marquage qui fait 2 mm. C'est la meilleure façon de commencer un projet en bois et que ce projet ne soit pas précis à la fin. Voilà pour ce qui est ces deux options. Le stylo bic, vous avez sûrement ça chez vous, et pour le crayon de charpentier, vous en trouverez à moins de 2 € dans le commerce. Et si vous voulez aller un petit peu plus dans le sophistiqué, il y a ce qu'on appelle les marqueurs Pica, c'est également très sympa, j'utilise assez souvent sur le chantier. On est sur une sorte de crayon en critérium, mais c'est pas exactement la même chose. On a une mine qu'on peut remplacer, une mine qui est plus rigide qu'un simple critérium, donc ça sera beaucoup plus solide dans le temps. On va pouvoir affûter la mine puisqu'on a un taille crayon à l'extrémité de l'étui, donc ça c'est pratique pour toujours rester précis. On peut également mettre d'autres types de mines, d'autres couleurs, ou pour écrire sur d'autres matériaux que le bois. Bref, voilà, pas mal de choses, mais ça déjà ça coûte une dizaine d'euros. Donc si vous êtes vraiment sur un budget limité, restez avec un crayon de charpentier ou un stylo bic, ça fera très bien l'affaire. Après avoir parlé des outils de marquage, on va maintenant parler des outils de mesure. Les outils de mesure, c'est pareil, c'est indispensable dans un atelier. Ça sert à rien d'en avoir 40 au début. L'idéal, c'est d'en avoir quelques-uns, mais qui sont précis. Puisque si les outils de mesure ne sont pas précis, alors votre meuble, forcément, ne le sera pas non plus. En termes d'outils de mesure, si je devais en choisir 3, ce serait un mètre à ruban, une équerre et un réglé. Donc, deuxième outil, le mètre à ruban. Alors, avant d'oublier tous les outils dont on va parler dans cette vidéo, vous pourrez les retrouver juste en dessous dans la description. Ça vous évitera de chercher pendant 20 minutes sur le web. Alors, le mètre à ruban, alors là, j'ai pas le mètre à ruban que j'utilise d'habitude. D'habitude, j'utilise un mètre Stanley qui fait 8 mètres de long. Les mètres rubans, il y en a de plein de marques différentes, il y en a différents budgets. Ce que je vous conseille vraiment, c'est d'avoir un bon mètre sur lequel vous pouvez compter. En règle générale, il y a fort à parier que votre mètre ruban va tomber. Donc, prenez-en un qui soit bien rigide. Le mètre Stanley, il vient en différentes dimensions, soit 5 mètres, soit moins, soit 8 mètres, je vais y arriver. 8 mètres, ça vous permet d'être vraiment très polyvalent, et si vous avez un projet qui nécessite de mesurer une grande planche de bois, par exemple, ce sera utile. Maintenant, si vous avez un 5 mètres, ça fera également bien l'affaire. Là, j'ai deux types de mètres ruban. Ici, j'ai un mètre, je vous avais déjà montré dans une vidéo, c'est assez intéressant puisque il se déroule en appuyant sur le bouton, et puis l'avantage, c'est qu'on a un mètre qui est concave au lieu d'être convexe, et donc on peut bien être précis lorsqu'on vient tracer nos mesures. Mais voilà, encore une fois, ça coûte plus cher que le mètre à ruban Stanley, donc c'est pas indispensable au début. Un bon mètre à ruban, le Stanley, je vous mettrai dans la description, ça vous coûte une dizaine d'euros et ça vous dure toute une vie. Donc voilà pour ce qui est du mètre à ruban. Ah tiens, autre chose pour les mètres à ruban, il y a également des gens qui aiment bien utiliser des mètres à branches. Ils ont leurs utilités. Maintenant, moi, très honnêtement, je préfère un mètre à ruban, puisque, encore, si on est sur une petite distance, le mètre à branche, c'est pas mal. Mais si il faut mesurer 3 mètres de long, on ne sera pas très précis. Et puis, voilà, ça met du temps à chaque fois de dérouler les branches et puis de les replier. Donc, voilà, ça peut être utile. Mais moi, s'il fallait choisir, je prendrais le mètre à ruban. Troisième outil, les équerres. Une équerre, c'est indispensable à avoir dans un atelier. Il existe plein d'équerres différentes, plein de marques différentes, plein de longueurs et dimensions différentes. Je vous conseille de partir sur une équerre basique, par exemple une de chez Wolfcraft, ça fait très bien l'affaire, ça coûte pas très cher, et en plus celle-ci elle est assez polyvalente puisqu'elle vous permet de faire d'autres choses en plus que de tracer des traits d'équerre, bien entendu. Mais avant toute chose, ça me fait penser, faites attention à ce que l'équerre soit bien d'équerre, puisqu'il y a certaines équerres sur le marché, ou alors sur le long terme, lorsque vous les faites tomber, elles deviennent de moins en moins d'équerre. Pour vérifier qu'une équerre est d'équerre, vous prenez une planche de bois avec un bord rectiligne,
vous faites un premier trait, ensuite vous changez de sens l'équerre. Et là, vous regardez si tout est parallèle, vous pouvez même faire un deuxième trait. Et l'idéal, c'est qu'on soit parfaitement parallèle. Donc là, on peut voir qu'il y a peut-être 1 mm ici supplémentaire à là. Voilà, c'est pas très grave, mais en tout cas, si vous voyez qu'il y a une trop grosse différence en fonction du projet en bois, si l'équerre n'est plus d'équerre, elle ne vous sert à rien. Donc, vous la mettez de côté et vous arrêtez de l'utiliser. En tout cas, pas en tant qu'équerre. Également, sur ce type d'équerre, si on veut tracer un trait à 45 degrés, on peut. Hop, voilà, comme ça. On peut également, alors qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre très rapidement? Si par exemple, je veux faire un trait parallèle à 5 cm du bord, je peux faire comme ça, hop, et là j'ai mon trait parallèle au bord, donc ça c'est pratique aussi. Voilà, plein d'autres options, on a un rapporteur, mais l'idéal avec une équerre c'est surtout de faire des traits d'équerre. On a également ce qu'on appelle aux États-Unis des speed squares, ça nous permet de travailler de manière assez rapide. C'est surtout pour les professionnels qui font beaucoup d'ossature bois, parce que bon là on est en inch, donc c'est plus compliqué. Mais voilà, on a encore plein d'options pour faire ce genre de tâches. Là, le but c'est surtout qu'on peut aller rapidement pour faire nos traits d'équerre ou alors nos traits à 45 degrés. Voilà donc pour ce qui est des équerres. On va passer au quatrième outil que je vous préconise d'acheter. Donc le troisième outil de mesure, ça va être tout ce qui est réglé. Alors effectivement, vous allez me dire, c'est pas forcément indispensable si on a déjà un mètre ruban et une équerre. C'est vrai, je vous l'accorde. Cela étant dit, c'est assez pratique. En tout cas, je l'utilise beaucoup de mon côté. Lorsque je dois faire des traçages ou des mesures sur des petites dimensions, c'est plus pratique d'avoir un réglé, c'est plus précis que d'utiliser un mètre à ruban ou une équerre. Les réglés, il en vient dans différentes dimensions. Donc là, j'ai un réglé de 20 cm en métal, hein, bien sûr. Ici, j'ai une règle qui me fait 600 mm, donc 60 cm. Encore une fois, c'est plus pratique et puis j'aime bien le métal. C'est sympa de travailler avec ce type d'accessoires. Voilà donc pour ce qui est des outils de marquage et des outils de mesure. On va maintenant passer aux outils à main. Cinquième outil, on reste dans le basique, mais c'est très utile dans un atelier, ça va être un cutter. Le cutter, c'est également un indispensable, hein. Vous allez l'utiliser bien plus souvent que vous ne le pensez. Ça vous permettra d'ouvrir des emballages, de couper à travers certaines choses, de tailler votre crayon de charpentier. Tiens, bref, un cutter, c'est très utile. Prenez-en un qui puisse se recharger en termes de lame, comme ça vous évitera de le jeter à chaque fois que la lame est morte. Puis voilà, hein. Je pense que j'ai été assez clair là-dessus. Un cutter, c'est important d'en avoir un dans l'atelier. Sixième outil à main, et là on va rentrer dans les outils qui vont véritablement nous permettre d'usiner différentes pièces de bois, ça va être bien entendu la scie. Lorsqu'on s'attaque aussi, il y a plein de scies différentes, on va retrouver les scies Egoin que vous connaissez sûrement, on peut parler des scies à métaux, des scies à chantourner, des scies à archer, des scies à dos, ou encore même des scies japonaises que vous voyez ici. Donc bien entendu, chaque scie a sa propre utilité. Maintenant, si vous débutez et que vous cherchez seulement à acheter une scie, ce que je vous conseille, c'est de vous tourner vers une bonne vieille scie Egoin. En fonction des projets que vous comptez réaliser, prenez une scie avec une denture adaptée. En règle générale, si vous devez choisir qu'une scie, je vous conseille quand même d'avoir une scie à coupe fine, ça vous permettra d'être relativement précis. Alors bien sûr, vous serez moins précis qu'une scie japonaise, mais avec une scie japonaise, si vous devez faire des coupes de débit, ça va prendre beaucoup de temps. Donc voilà, ça c'est une scie qui est assez polyvalente. En plus, celle-ci, alors elle coûte un peu plus cher qu'une scie comme celle-ci. Là, vous pourrez en trouver une pour une dizaine d'euros. Vous avez une scie Egoin qui fera très bien l'affaire. Ici, on est sur une lame que l'on peut enlever et remplacer, donc ça vous permet d'avoir un seul manche et plusieurs lames. Voilà, c'est plus polyvalent, mais ça coûte forcément un peu plus cher. Je pense que j'ai fait le tour pour ce qui est de la scie. Plein de scies différentes. Au début, prenez une bonne vieille scie Egoin, ça fera bien l'affaire. Septième outil, ça va être un marteau, bien entendu. Cette vidéo, elle s'adresse plus aux débutants, donc en règle générale, vous n'avez pas forcément avec vous de perceuse visseuse. Si c'est le cas, vous allez devoir planter des clous, et le marteau, c'est essentiel. Comme pour les scies, il existe plein de types de marteaux différents. Au début, ne vous prenez pas la tête. Prenez un marteau basique, vous en trouverez pour une dizaine d'euros dans le commerce. L'idéal, c'est quand même d'avoir un marteau qui est bien équilibré, assez lourd quand même, sinon vous allez mettre beaucoup de temps pour planter vos clous. Si vous avez beaucoup de petits clous, alors peut-être que vous pouvez prendre un marteau avec une tête un petit peu plus petite. En règle générale, un marteau basique comme celui-ci, avec un arrache-clous à l'extrémité, c'est utile, c'est polyvalent, et ça fera très bien l'affaire. Allez, c'est parti, on va parler du huitième outil, ou plutôt huitième accessoire. Ça va être des serre-joints. Des serre-joints, vraiment, croyez-moi, c'est un indispensable. Lorsque vous usinez une pièce de bois, la règle numéro 1, c'est que cette pièce de bois elle soit correctement fixée. J'ai pas envie de voir des gens qui sont en train de scier une pièce de bois et puis de tenir la pièce de bois à la main. Alors bien sûr, on le fait tous, mais en règle générale,
Vraiment, l'idéal, c'est de fixer, prenez le temps de fixer la pièce de bois et vous allez travailler de manière beaucoup plus précise, de manière beaucoup plus propre et surtout sans vous mettre en danger. En termes de serre-joint, il existe plein de serre-joints différents. Si vous avez un budget très limité, alors vous allez sûrement vous orienter vers ce type de serre-joint très basique qui coûte peu cher. Vous allez juste visser, ça fera l'affaire au début. Bien sûr, c'est pas le serre-joint qui a la meilleure qualité au monde, mais ça marche. Si vous voulez investir et mettre le prix, vous pouvez utiliser ce genre de serre-joint qui vous permettent ensuite d'appuyer sur la manivelle. Il y a des serre-joints voilà, plus imposants comme celui-ci. On peut retrouver également des serre-joints dormants si vous voulez assembler plusieurs planches entre elles et puis créer une sorte de plateau. Voilà, je ne vais pas faire le tour. Il y a plein de marques différentes, plein de serre-joints différents. Chacun a son utilité et vous allez vite voir que dans un atelier, il manquera toujours de serre-joints. Vous pouvez en avoir 10, 20. Pour chaque projet, à chaque fois, ça nécessite beaucoup de serre-joints, donc n'hésitez pas à faire le stock. Et au début, il vous en faudra au minimum 2. Neuvième outil, on va parler des ciseaux à bois. Les ciseaux à bois, c'est bien entendu très utile à avoir dans un atelier. Soit vous avez un petit budget à investir, et dans ce cas-là, je vous conseille d'acheter environ 4-5 ciseaux à bois dans un petit kit, ça vous sera utile sur le long terme. Maintenant, si vous souhaitez acheter qu'un seul ciseau à bois, c'est possible également. En termes de taille, il faut le savoir, entre 3 mm et 10 mm en règle générale, c'est pour des travaux très minutieux, donc de la sculpture, de l'ébénisterie, ou alors faire des petites rainures. De 10 mm à 30 mm, souvent ça va être pour de la menuiserie, du travail du bois, comme on l'entend en règle générale. Et pour des ciseaux à bois qui font plus de 30 mm, alors on va plus être sur du gros œuvre, comme par exemple les charpentiers. Voilà pour les ciseaux à bois, très utiles pour plein de situations différentes, pour de la finition, pour créer des assemblages. Et finalement, 10e outil, ou plutôt 10e accessoire, ça va être un kit de ponçage. Si vous n'avez pas de ponceuse orbitale et que c'est vraiment tout début du processus de bricolage, ça va être intéressant d'avoir différents papiers ponce avec différents grains. Vous pourrez trouver des kits de ponçage pour moins de 10 € sur le commerce. Donc là, on a plusieurs papiers ponce avec des grains différents en fonction de la finition que vous voulez avoir. On a même une cale qui vient avec pour que vous puissiez poncer de manière assez plate. Si vous n'avez pas la cale, ne vous embêtez pas. Si ça peut vous permettre d'économiser quelques euros, vous pouvez très bien acheter que des papiers ponce. Ensuite, vous prenez un bloc de bois. Alors là, c'est pas forcément adapté, mais vous prenez un bloc de bois, vous mettez le papier ponce et ça vous permettra de poncer idem de manière plate. Voilà pour ce qui est du 10e accessoire, hyper utile à avoir pour la finition de vos différents projets. Et voilà pour ma petite sélection d'outils. Je vais m'arrêter là puisque le jeu c'était de vous présenter uniquement 10 outils. Bien sûr, il y a d'autres outils qui sont également très utiles à avoir dans un atelier. Je pense par exemple au rabot, au râpe, aux limes, aux différents tournevis à main, aux différentes pinces, aux différentes clés. Bref, de nos jours, c'est pas les outils qui manquent, mais l'idée avec cette vidéo, je pense que vous l'avez compris, c'était de vous présenter une dizaine d'outils qui vont vous permettre de commencer à fabriquer vos premiers projets. Et ensuite, au fur et à mesure, lorsque vous allez voir que le bricolage va vous plaire, vous allez aller un petit peu plus loin, vous allez pouvoir investir dans d'autres outils, et puis même après, vous allez pouvoir investir dans des outils électroportatifs. D'ailleurs, à ce propos, si ce n'est pas fait encore, je vous conseille d'aller voir la vidéo dans laquelle je vous indique les 5 outils électroportatifs que je vous conseille d'acheter en premier si vous débutez. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous n'êtes pas d'accord avec ma sélection. Toujours intéressant d'avoir vos avis. Et puis également pour ceux d'entre vous qui veulent apprendre d'autres choses sur le bricolage et qui veulent découvrir 50 astuces d'atelier, alors je vous mettrai un lien juste en dessous dans la description. Vous avez juste à cliquer, ça vous inscrit à la newsletter, comme ça vous restez informé. Et en plus, vous pourrez visionner une vidéo qui vous montrera 50 astuces. Donc ce sont des astuces qui vous permettront d'économiser de l'argent sur vos outils. Ça vous permettra de découvrir de nouvelles techniques de bricolage et ça vous permettra également de mieux vous organiser dans votre atelier. Bref, si ça vous intéresse, tous les liens sont juste en dessous dans la description. Comme d'habitude, pour terminer, je vous dis merci à tous, prenez soin de vous, c'est important, gardez la forme et puis je vous dis à très bientôt.